3500 ans de fouilles en Égypte et zéro preuve physique de l'Exode, des 10 plaies, de l'existence historique de Moïse, zéro. Et Spinoza le savait déjà en 1670. Ce philosophe hollandais fut le premier à appliquer une analyse critique historique à la Bible. Dans son traité théologico-politique, Spinoza démontra que les récits bibliques étaient des constructions littéraires et non des témoignages historiques. Et il avait raison. Depuis 1788, lorsque Napoléon mena la première expédition archéologique en Égypte, plus de 2 siècles de fouilles systématiques ont révélé une vérité choquante. Aucune preuve archéologique ne vient étayer les événements de l'Exode. Israel Finkelstein, directeur de l'Institut d'archéologie de l'Université de Tel Aviv, l'a confirmé en 2001. L'archéologie moderne a démontré que le récit de l'Exode n'a aucune base historique. Il est impossible que 600 000 familles hébraïques aient erré dans le désert du Sinaï pendant 40 ans sans laisser la moindre trace archéologique. Vous pensez qu'il manque des preuves parce que le désert efface tout? Erreur. Les archéologues ont retrouvé des campements de 40 personnes datant de 40 000 ans, des restes de caravanes de 100 personnes vieilles de 3 000 ans. Mais d'une foule de 2 millions de personnes. Rien. Absolument rien. Commentez choquant, si cela remet en question votre perception de l'histoire biblique. L'Égypte conserve les archives administratives les plus detailed de l'Antiquité. Des papyrus hiéroglyphiques cataloguent chaque travailleur, chaque tribu, chaque événement important. Ils enregistrent des invasions de tribus de 200 personnes, mais la fuite de 2 millions d'esclaves, silence absolu. Spinoza a analysé ces incohérences 3 siècles avant les archéologues modernes. Il a remarqué que si Moïse avait réellement existé et avait été éduqué à la cour égyptienne, comme l'affirme la Bible, il aurait écrit en hiéroglyphes et non en hébreu archaïque. L'analyse linguistique moderne a confirmé l'intuition de Spinoza. Le texte biblique contient des anachronismes qui prouvent une composition postérieure. Il mentionne des villes qui n'ont existé que 600 ans après la prétendue époque de Moïse. Il utilise des termes politiques de l'époque des rois, et non de l'ère des patriarches. Donald Redford, égyptologue de l'Université de Pennsylvanie, a été catégorique. Après 100 ans de fouilles intensives dans le Sinaï, nous n'avons trouvé aucune trace de présence israélite, ni céramique, ni foyer, ni ossements d'animaux, ni tombes. C'est comme s'ils n'avaient jamais été là. Attendez, cela devient encore plus choquant. Les 10 plaies ont soi-disant dévasté toute l'Égypte. Des fleuves de sang, une pluie de grêle, des ténèbres pendant 3 jours, la mort de tous les premiers-nés, un effondrement civilisationnel total. Mais les archives égyptiennes de la 18e dynastie montrent une continuité administrative normale pendant toute cette période. Le pharaon Amenhotep II, qui a régné pendant la prétendue époque de l'Exode, a laissé des inscriptions détaillées de ses campagnes militaires dans la région de Canaan. Il ne mentionne aucune fuite d'esclaves, aucune plaie dévastatrice, aucune perte de main-d'œuvre. Impossible si 20% de la population égyptienne avait fui. Zahi Hawass, ancien ministre des Antiquités d'Égypte, a déclaré en 2010 « Aucune preuve archéologique ne vient étayer le récit de l'Exode. C'est une belle histoire, mais cela ne s'est pas produit historiquement. Mais voici la partie que les spécialistes ne vous disent pas. Spinoza a découvert pourquoi ce récit a été créé. Rudolf Cohen, qui a dirigé le projet, a été contraint de conclure « Si l'Exode s'est déroulé comme décrit dans la Bible, il aurait laissé des traces archéologiques massives. L'absence totale de preuves signifie qu'il ne s'est pas produit à l'échelle décrite. » Mais la découverte la plus choquante est arrivée en 1990. Des papyrus de la 20e dynastie égyptienne ont révélé que les Égyptiens contrôlaient déjà militairement
toute la région de Canaan pendant la période supposée de l'Exode. Il serait impossible qu'une fuite de 2 millions de personnes ait eu lieu depuis le territoire égyptien vers le territoire égyptien. Les lettres d'Amarna, découvertes en 1887, montrent une correspondance administrative entre l'Égypte et ses vassaux cananéens au XIVe siècle avant J.C. Les Égyptiens administraient directement des villes comme Jérusalem, Hébron et Gaza. Moïse aurait fui l'Égypte pour arriver en Égypte. C'est inconcevable. Avraham Faust, archéologue de l'université Bar-Ilan, a expliqué « L'archéologie moderne montre que Canaan était une province égyptienne pendant toute la période où l'Exode aurait prétendument eu lieu. C'est géographiquement impossible. » Et voici la révélation finale que Spinoza a anticipée. La fonction réelle du récit de l'Exode. Spinoza a compris que l'Exode n'est pas de l'histoire, c'est de la théologie politique. Il a été créé pour légitimer l'occupation de Canaan par les Israélites. Dieu nous a donné cette terre est plus persuasif que nous avons conquis cette terre à d'autres peuples. Le récit fonctionne comme une charte de fondation nationale, comme la légende de Romulus et Remus pour Rome ou celle du roi Arthur pour l'Angleterre. Il crée une identité collective par le biais d'un mythe fondateur et non par le biais de l'histoire factuelle. Norman Gottwald, de l'Université de San Francisco, a démontré que les 12 tribus d'Israël sont une construction littéraire postérieure. L'archéologie montre une implantation progressive de groupes semi-nomades en Canaan, et non une conquête militaire soudaine en provenance d'Égypte, marquait la personne qui a urgemment besoin de le savoir. La découverte la plus récente a eu lieu en 2019. Des fouilles sur le site de Khirbet Keiafa, identifié comme étant l'ancienne ville de Shaharaim, ont révélé que la culture matérielle israélite existait déjà en Canaan vers 1000 avant J. Mais qu'elle a évolué localement, et non pas qu'elle est arrivée d'Égypte. Les archéologues ont trouvé de la céramique, de l'architecture et des pratiques cultuelles qui montrent une continuité culturelle avec les populations cananéennes antérieures. Israël a émergé de l'intérieur de Canaan. Il n'est pas arrivé de l'extérieur en tant qu'envahisseur. Yosef Garfinkel, qui a dirigé les fouilles, a conclu « Les preuves archéologiques montrent un développement culturel progressif et non une rupture soudaine qui indiquerait l'arrivée d'une population extérieure d'Égypte. » Spinoza avait raison il y a 350 ans. Le récit biblique est de la littérature, pas de l'histoire, et cela ne diminue pas sa valeur en tant que texte sacré pour ceux qui y croient. Mais il est important de séparer la foi des faits, la croyance de la science. L'absence de preuves archéologiques de l'Exode est si totale que même des archéologues israéliens orthodoxes ont été contraints d'accepter la réalité. Eilat Mazar, de l'Université hébraïque de Jérusalem, a admis « En tant qu'archéologue, je ne peux pas défendre historiquement des événements pour lesquels il n'existe aucune preuve physique. » Cela ne signifie pas que les anciens Israélites n'ont pas existé. Ils ont existé, mais en tant que peuple cananéen qui a développé une identité culturelle distincte par le biais de pratiques religieuses, et non par le biais d'une fuite dramatique d'Égypte. L'ironie finale, Spinoza a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656 pour avoir remis en question l'historicité biblique. Aujourd'hui, ces conclusions sont acceptées par l'archéologie dominante. Il avait 350 ans d'avance sur son temps. Commentez « Je le savais » si vous soupçonniez déjà des incohérences dans ce récit historique. La leçon de Spinoza reste d'actualité. Remettre en question les textes anciens n'est pas de la blasphémie. C'est une nécessité intellectuelle. Distinguer la valeur spirituelle de la précision historique ne détruit pas la foi. Elle la fait mûrir. L'archéologie moderne a validé l'approche critique de Spinoza. Les textes sacrés peuvent avoir une signification profonde sans pour autant être des témoignages historiques précis
Comprendre cela est libérateur, pas destructeur, et peut-être est-ce là la révélation la plus importante. La vérité historique, même lorsqu'elle diffère du récit traditionnel, peut être aussi fascinante que le mythe. L'émergence progressive d'Israël en tant que peuple cananéen distinct est une histoire riche en transformations culturelles, en adaptations religieuses et en créativité littéraire. Spinoza nous a appris que la recherche de la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable, est le chemin de la sagesse véritable. Et 350 ans plus tard, les archéologues d'Égypte et d'Israël l'ont confirmé. En matière d'analyse critique historique, Spinoza avait absolument raison. Partagez si vous avez eu le courage d'affronter ces faits historiques et de reconsidérer les récits que vous avez toujours acceptés comme des vérités absolues. Mais attendez, car il y a d'autres choses que Spinoza a découvertes qui vont vous choquer encore plus. Dans son traité théologico-politique, Spinoza a analysé non seulement l'Exode, mais toute la chronologie biblique. Il a remarqué que la généalogie d'Adam à Abraham ne totalise que 2000 ans. Mais en 1670, il existait déjà des preuves de civilisation plus anciennes en Égypte et en Mésopotamie. Les archives égyptiennes de la période prédynastique, antérieure à 3100 avant J.C., montraient déjà une civilisation développée avec une écriture hiéroglyphique, une architecture monumentale et une organisation étatique complexe. Comment cela serait-il possible si le monde n'avait que 4000 ans, comme le calcule la chronologie biblique? Spinoza a été le premier penseur occidental à remettre systématiquement en question la chronologie biblique en utilisant les preuves historiques disponibles à son époque. Il avait accès aux récits de voyageurs qui décrivaient des pyramides et des temples égyptiens manifestement plus anciens que ne le permettrait toute datation biblique. James Ussher, archevêque irlandais, avait calculé en 1650 que la création avait eu lieu en 4004 avant J. C. Spinoza a réalisé que cette datation était incompatible avec les preuves historiques concrètes de civilisations antérieures. Il avait 200 ans d'avance sur la découverte de la véritable antiquité de l'Égypte par les égyptologues modernes. Tapez « impactant » si vous réalisez comment Spinoza a anticipé les découvertes modernes en utilisant uniquement la logique. L'analyse de Spinoza sur Moïse a été encore plus dévastatrice. Il a remarqué que Deutéronome 34, 6 dit « Et personne n'a su où était la sépulture de Moïse jusqu'à ce jour ». Comment Moïse pourrait-il écrire sur sa propre sépulture et sur les événements postérieurs à sa mort? Spinoza a conclu que les 5 livres de la Torah ne pouvaient pas avoir été écrits par Moïse. La langue, le style, les références historiques et les anachronismes prouvaient une composition beaucoup plus tardive. Il a identifié au moins 4 sources textuelles différentes compilées dans une œuvre finale. La critique biblique moderne a confirmé l'intuition de Spinoza, l'hypothèse. Documentaire, développé par Julius Wellhausen au XIXe siècle, a identifié exactement les 4 sources que Spinoza avait intuitées. J, yaviste, E, éloïste, D, deutéronomiste et P, sacerdotal. Richard Elliott Friedman, de l'Université de Californie, a démontré que ces sources reflètent différentes périodes historiques d'Israël, depuis le Xe siècle avant J.C. jusqu'à la période de l'exil babylonien. Aucune n'est contemporaine de la supposée époque mosaïque. Mais voici ce qui va vraiment ébranler vos convictions. Spinoza a découvert que le concept même de monothéisme israélite est une invention tardive. Il a perçu que les textes bibliques les plus anciens ne nient pas l'existence d'autres dieux. Ils affirment simplement que Yahvé est le Dieu particulier d'Israël. L'Exode 15:11 pose la question « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Seigneur ?» Cela présuppose que d'autres dieux existent. L'archéologie moderne a prouvé que Spinoza avait raison.
Des fouilles sur des sites israélites des Xem 8e siècle avant J.C. ont révélé des temples dédiés à de multiples divinités. On a trouvé des statuettes d'Ashéra, la consorte de Yahvé, dans des contextes domestiques israélites. William Dever a documenté plus de 3000 statuettes de déesses retrouvées sur des sites israélites. Le monothéisme ne devient dominant que pendant l'exil babylonien. Lorsque les prêtres remodèlent la théologie nationale pour assurer la survie en captivité, Spinoza a anticipé de 3 siècles les découvertes de l'archéologie biblique moderne. Il a compris que le monothéisme israélite a évolué progressivement à partir d'un système polythéiste. Il n'a pas été révélé d'un seul coup à Moïse sur le mont Sinaï. Mark Smith, de l'université de Princeton, a résumé la situation ainsi: le monothéisme israélite est le résultat d'un long processus de développement religieux, et non d'une révélation soudaine. Spinoza a correctement intuit ce processus évolutif. Gardez précieusement ces informations, car elles vont changer votre compréhension de la formation des religions. L'analyse de Spinoza sur les miracles bibliques a été tout aussi révolutionnaire. Il a soutenu que les miracles décrits dans la Bible étaient des interprétations surnaturelles d'événements naturels mal compris à l'époque. Concernant les plaies d'Égypte, Spinoza a suggéré qu'elles pouvaient reposer sur des phénomènes naturels amplifiés par le récit. Des éruptions volcaniques dans le Levant méditerranéen peuvent causer un assombrissement du ciel, des pluies de cendres, interprétées comme de la grêle, et une contamination de l'eau, interprétée comme du sang. La science moderne a confirmé cette possibilité. L'éruption du volcan Terra, actuelle Santorine, vers 1500 avant J.A.C., a provoqué des phénomènes atmosphériques dans tout le Levant méditerranéen. Les cendres volcaniques peuvent rendre l'eau rougeâtre, entraîner la mort des poissons et provoquer des ténèbres diurnes. Mais Spinoza est allé plus loin. Il a compris que même si certains événements avaient une base naturelle, cela ne validerait pas le récit de l'Exode dans son ensemble. Des phénomènes naturels occasionnels ne justifient pas la fuite de 2 millions de personnes sans laisser de traces archéologiques. Charles Pellegrino, volcanologue à l'Université de Columbia, a étudié les effets de l'éruption de Terra et a conclu: les événements volcaniques peuvent expliquer certains phénomènes décrits dans les plaies. Mais il ne valide pas l'historicité de l'Exode comme un événement démographique massif. L'approche de Spinoza était scientifique avant même que la science moderne n'existe. Il a appliqué des principes de cause à effet, cherché des explications naturelles à des événements supposés surnaturels et exigé des preuves pour des affirmations extraordinaires. Commentez scientifique si vous admirez la façon dont Spinoza a appliqué la méthode scientifique à l'analyse biblique. Spinoza a également révolutionné la compréhension de la formation du canon biblique. Il a compris que la sélection des livres inclus dans la Bible était un processus politique et non divin. Dès 1670, il savait qu'il existait des dizaines d'évangiles chrétiens primitifs, mais seuls 4 ont été inclus dans le Nouveau Testament. Il s'est demandé pourquoi ces 4-là et pas d'autres. La réponse ne pouvait pas être purement spirituelle, mais politique et institutionnelle. La découverte des manuscrits de Nag Hammadi en 1945 a prouvé que Spinoza avait raison. On a trouvé 52 textes chrétiens primitifs qui n'ont pas été intégrés au canon biblique, y compris des évangiles attribués à Thomas, Marie-Madeleine, Philippe et Judas. Helen Pagels, de l'Université de Princeton, a démontré que la formation du canon chrétien reflétait des luttes de pouvoir au sein des premières communautés chrétiennes. Les textes qui soutenaient l'autorité épiscopale ont été préservés. Ceux qui promouvaient la révélation individuelle ont été supprimés. Spinoza a anticipé cette découverte de près de 300 ans. Il a compris que les autorités religieuses sélectionnent des textes qui soutiennent leur pouvoir, et non pas nécessairement les plus authentiques ou les plus inspirés.
Bart Ehrman de l'Université de Caroline du Nord l'a confirmé. La formation du canon biblique a été un processus humain influencé par des considérations politiques, théologiques et institutionnelles. Spinoza l'a compris intuitivement. Mais la découverte la plus choquante de Spinoza concerne la nature même de la révélation biblique. Il a soutenu que les prophètes bibliques n'ont pas reçu de révélation directe de Dieu, mais ont interprété des événements historiques à travers leurs perspectives culturelles limitées. La parole de Dieu était en réalité des paroles humaines sur Dieu. Spinoza a analysé les différences entre les récits des mêmes événements dans différents livres bibliques. Pourquoi Samuel, les rois et les chroniques racontent-ils la même histoire de manière contradictoire? Parce qu'ils reflètent les perspectives et les agendas différents de leurs auteurs humains. La critique textuelle moderne a entièrement validé cette approche. Michael Coogan, de l'université Harvard, a démontré que les textes bibliques ont été édités et réédités à maintes reprises pour refléter les changements dans les circonstances politiques et religieuses d'Israël. Ce qui était révolutionnaire à l'époque de Spinoza est aujourd'hui une méthodologie standard dans les études bibliques universitaires. Les universités théologiques traditionnelles enseignent la critique historique que Spinoza a mise au point il y a 350 ans. John Collins de l'université Yale a admis. L'approche critique de Spinoza a jeté les bases de toutes les études bibliques modernes. Il a établi les principes méthodologiques que nous utilisons encore aujourd'hui. Tapez innovateur si vous êtes impressionné par la façon dont Spinoza a été un pionnier de méthodes qui ne sont devenues courantes que des siècles plus tard. La controverse autour de Spinoza révèle également comment les vérités gênantes rencontrent une résistance institutionnelle. En 1666, à l'âge de 23 ans, il a été formellement excommunié de la synagogue d'Amsterdam par le hérem le plus sévère jamais enregistré. Le texte de l'excommunication disait « Baruch Spinoza soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit lorsqu'il se couche et maudit lorsqu'il se lève, maudit lorsqu'il sort et maudit lorsqu'il entre. Qu'aucun homme ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui fasse de faveur, que personne ne demeure sous le même toit que lui. » Pourquoi une réaction aussi extrême? Parce que Spinoza a remis en question les fondements de l'autorité religieuse traditionnelle. Si Moïse n'a pas écrit la Torah, si les miracles ont des explications naturelles, si la révélation est une interprétation humaine, alors quelle est la base de l'autorité sacerdotale? Les questions de Spinoza étaient épistémologiques et non personnelles. Il n'a pas attaqué des individus, mais des méthodes de connaissance. Comment savons-nous ce que nous savons sur Dieu, l'histoire et la morale? Quelles preuves avons-nous pour nos croyances les plus fondamentales? Ces questions ont effrayé les autorités religieuses car elles remettaient en question non seulement des doctrines spécifiques, mais l'épistémologie même de la foi. Si les textes sacrés sont des œuvres humaines soumises à une analyse critique, comment maintenir une autorité basée sur une révélation surnaturelle? Steven Nadler, biographe de Spinoza à l'université du Wisconsin, a expliqué « Spinoza a été excommunié non pas pour une hérésie spécifique, mais pour avoir appliqué la raison critique aux textes sacrés. Cela menaçait toute la structure de l'autorité religieuse traditionnelle. » L'ironie historique était frappante. Spinoza a été rejeté par sa communauté pour des idées qui sont aujourd'hui acceptées par le courant dominant académique. Ces questions étaient plus importantes que ces réponses spécifiques. Marquer la personne qui a besoin de comprendre comment remettre en question les autorités peut être plus important que d'accepter des réponses toutes faites. L'influence de Spinoza sur l'archéologie biblique moderne est indéniable. Des archéologues israéliens comme Israel Finkelstein appliquent exactement les méthodes critiques que Spinoza a été le premier à utiliser. Séparer le récit de l'histoire, rechercher des preuves matérielles, remettre en question les chronologies traditionnelles.
Le projet Archéologie de la Terre d'Israël de l'Institut d'archéologie de l'Université de Tel Aviv suit les principes spinozistes. Laissons les preuves archéologiques parler d'elles-mêmes, indépendamment des préjugés religieux ou nationalistes. Finkelstein et Neil Silberman, dans La Bible déterrée, ont appliqué une méthodologie spinoziste pour analyser tous les récits bibliques. Conclusion. La plupart des événements décrits dans l'Ancien Testament n'ont pas de confirmation archéologique. Cette approche a suscité la controverse même en Israël. Des archéologues orthodoxes ont accusé Finkelstein de détruire l'histoire nationale. Mais la science archéologique ne peut pas être subordonnée à des agendas politiques ou religieux. Zeev Herzog, de l'Université de Tel Aviv, a été catégorique. L'archéologie ne peut pas confirmer des récits bibliques qui n'ont pas de base matérielle. Notre fonction est de découvrir ce qui s'est réellement passé, et non de valider des textes sacrés. La controverse reflète exactement la situation de Spinoza en 1666. Les autorités religieuses et politiques préfèrent les récits convenables aux vérités archéologiques gênantes. Et commentez vrai si vous croyez que la science doit rechercher les faits indépendamment des convenances politiques ou religieuses. L'héritage de Spinoza va au-delà de l'archéologie biblique. Il a établi des principes d'analyse critique qui ont influencé toute la pensée moderne, les Lumières, la science moderne, la démocratie libérale, les droits de l'homme. Voltaire, qui a popularisé Spinoza en France, a écrit « Spinoza a appris à l'Europe à penser ». David Hume a appliqué le scepticisme spinoziste à l'analyse de la connaissance. Immanuel Kant a développé une critique de la raison influencée par les problèmes soulevés par Spinoza. La Constitution américaine reflète les principes spinozistes: séparation de l'Église et de l'État, liberté religieuse, gouvernement basé sur la raison et non sur la révélation. Thomas Jefferson possédait plusieurs œuvres de Spinoza et a appliqué ses idées sur la tolérance religieuse. La science moderne doit aussi beaucoup à Spinoza. Son insistance sur des explications naturelles pour des phénomènes apparemment surnaturels a anticipé la méthode scientifique. Einstein a déclaré « Je crois au Dieu de Spinoza », se référant à une divinité immanente dans la nature et non transcendante. Rebecca Neuberger Goldstein, de l'Institute for Advanced Study de Princeton, a résumé « Spinoza a fondé la modernité occidentale, rationalisme scientifique, pluralisme religieux, analyse critique des textes, séparation entre la foi et la connaissance. » Mais peut-être la contribution la plus importante de Spinoza est-elle méthodologique. Il a montré comment poser les bonnes questions est plus important que d'avoir des réponses toutes faites. Au lieu de se demander « Que dit la Bible ?», Spinoza s'est demandé « Comment savons-nous que ce que dit la Bible est vrai ?» Au lieu de « Qui était Moïse ?», il s'est demandé « Quelle preuve avons-nous que Moïse a existé ?» Ces changements de perspective ont révolutionné non seulement les études bibliques, mais toute l'épistémologie occidentale. Spinoza a enseigné que l'autorité et la tradition ne sont pas des sources suffisantes de connaissances. Nous avons besoin de preuves et d'arguments rationnels. Antonio Damasio, neuroscientifique portugais, soutient que Spinoza a anticipé les découvertes modernes sur la raison et l'émotion. Spinoza a compris qu'une connaissance authentique exige non seulement la logique, mais aussi l'intuition émotionnelle de la réalité. L'archéologie biblique moderne applique exactement cette approche spinoziste. Elle combine les preuves matérielles avec une analyse rationnelle, cherche à comprendre à la fois les faits et les significations, maintient un scepticisme scientifique sans rejeter la valeur culturelle des textes. Enregistrer ce contenu, car ses idées sur la méthode scientifique et l'analyse critique seront utiles dans tous les domaines de la vie. La leçon finale de Spinoza sur l'Exode est paradoxale. Même si le récit n'est pas historiquement précis, cela n'élimine pas sa signification culturelle et spirituelle.
Spinoza a distingué entre vérité de correspondance, faits historiques, et vérité de cohérence, signification symbolique. L'Exode n'a peut-être pas eu lieu en tant qu'événement historique, mais il fonctionne comme une puissante métaphore de la libération, de l'identité et de l'espoir. Cette distinction est cruciale pour la maturité intellectuelle moderne. Nous pouvons apprécier les textes sacrés comme une littérature profonde sans avoir besoin de les défendre comme une histoire littérale. Nous pouvons trouver une signification spirituelle sans nier les preuves scientifiques. Carol Meyers, de l'université Duke, a expliqué « L'Exode fonctionne comme une histoire mémorisée et non une histoire arrivée. Il crée une identité par le récit et non par des faits historiques vérifiables. » Spinoza a anticipé cette compréhension sophistiquée il y a 350 ans. Il a montré que remettre en question la littéralité biblique ne détruit pas sa valeur spirituelle, mais peut même l'augmenter en libérant les textes de défense impossibles. L'approche spinoziste est libératrice. Elle permet d'apprécier les textes sacrés pour leur qualité littéraire, philosophique et symbolique, sans les forcer à des fonctions pour lesquelles ils n'ont pas été créés. Être des enregistrements historiques précis. Partagez si vous avez compris comment cette perspective peut enrichir plutôt que diminuer votre relation avec les textes sacrés, indépendamment de votre foi personnelle. Et pour terminer, je vais vous montrer les découvertes archéologiques les plus récentes qui confirment définitivement les conclusions de Spinoza sur l'inexistence historique de l'Exode. En 2020, une équipe internationale dirigée par l'Université de Tel Aviv a achevé la cartographie génétique des populations anciennes du Levant. L'analyse de l'ADN de squelettes trouvés en Canaan montre une continuité démographique de 3000 avant J.C. à 500 avant J.C. Il n'y a aucune preuve génétique d'une migration massive en provenance d'Égypte pendant n'importe quelle période. David Reich, généticien de Harvard, ayant participé au projet, a été catégorique. Les données génétiques montrent que les populations de Canaan se sont développées localement pendant des millénaires. Il n'y a aucune signature génétique d'une immigration égyptienne massive à aucune période historique. Cette preuve génétique est dévastatrice pour l'historicité de l'Exode. Si 2 millions de personnes avaient migré d'Égypte vers Canaan, cela aurait laissé des traces génétiques claires dans les populations locales. L'absence totale de ces marques prouve qu'une telle migration ne s'est jamais produite. Ilan Grono, de l'université de Reichmann, a expliqué « Des migrations de dizaines de milliers de personnes laissent des traces génétiques détectables pendant des milliers d'années. Une migration de 2 millions serait impossible à masquer génétiquement. » Spinoza avait raison il y a 350 ans, sans accès à la moindre preuve génétique. En utilisant uniquement la logique et l'analyse textuelle, il est arrivé à des conclusions que la science moderne a confirmées avec une précision moléculaire. Tapez « Comprouver » si cette preuve génétique finale vous a convaincu de l'inexistence historique de l'Exode. Mais peut-être l'aspect le plus fascinant est la manière dont Spinoza a développé une méthode scientifique appliquée à l'histoire 2 générations avant que Newton ne formule la méthode scientifique appliquée à la physique. En 1570, Spinoza a établi des principes que nous reconnaissons aujourd'hui comme fondamentaux à la méthode historique. Rechercher des preuves multiples, considérer les sources contemporaines comme plus fiables que les récits ultérieurs, analyse comparative de textes, scepticisme méthodologique. Isaac Newton a publié les Principia Mathematica en 1687, établissant la méthode scientifique pour les sciences naturelles. Mais Spinoza avait appliqué une méthode tout aussi rigoureuse aux sciences humaines 17 ans auparavant. La différence est que Newton étudiait des objets qui n'avaient pas d'autorité institutionnelle. Les planètes n'excommunient pas les astronomes. Spinoza étudiait des textes qui soutenaient le pouvoir religieux et politique. C'est pourquoi il a rencontré une résistance beaucoup plus importante.
Stephen Chapin, historien des sciences à Harvard, a observé: Spinoza a devancé Newton en appliquant une méthode empirique systématique. La différence est que les objets d'étude de Newton étaient politiquement neutres. Ceux de Spinoza menaçaient les structures de pouvoir établies. Cette différence explique pourquoi les idées de Newton ont été rapidement acceptées par la communauté intellectuelle, tandis que Spinoza est resté controversé jusqu'au XIXe siècle. Les vérités scientifiques sur le mouvement planétaire ne menacent pas l'autorité religieuse. Les vérités historiques sur les textes sacrés la menacent directement. Jonathan Israel, de l'Institute for Advanced Study de Princeton, soutient que Spinoza a été plus révolutionnaire que Newton. Newton a changé notre compréhension de la nature physique. Spinoza a changé notre compréhension de la connaissance humaine, de l'autorité politique et de la légitimité religieuse. La leçon reste d'actualité. La méthode scientifique appliquée à des questions politiquement sensibles rencontre une résistance proportionnelle au pouvoir qu'elle menace. Spinoza a payé le prix de remettre en question les autorités. Newton a été célébré pour avoir étudié les orbites planétaires, commenté résistance. Si vous constatez comment les vérités scientifiques peuvent être acceptées ou rejetées en fonction de convenances politiques. La conclusion finale sur l'Exode est inévitable. 350 ans d'archéologie systématique, d'analyse linguistique, de critique textuelle, d'études génétiques et de recherche historique ont confirmé intégralement les intuitions de Spinoza. Il n'existe aucune preuve archéologique d'une présence israélite massive en Égypte à aucune période historique. Il n'existe aucune preuve d'esclavage israélite en Égypte. Il n'existe aucune preuve d'une fuite massive à travers le Sinaï. Il n'existe aucune preuve génétique d'une migration égyptienne vers Canaan. Les preuves positives montrent le contraire. Israël a émergé comme une culture distincte au sein de Canaan par un processus graduel de différenciation religieuse et sociale, et non par une migration extérieure dramatique. Le récit de l'Exode est une littérature théologique créée pendant l'exil babylonien pour forger une identité nationale. Il fonctionne comme un mythe fondateur puissant et non comme une histoire factuelle. Cette conclusion ne diminue en rien la valeur spirituelle ou culturelle du récit pour ceux qui y trouvent un sens. Mais elle permet d'une compréhension plus mature de la différence entre la foi personnelle et la connaissance historique, entre la signification religieuse et la précision factuelle. Spinoza a enseigné que cette distinction est libératrice et non destructrice. Elle permet d'apprécier les textes sacrés pour leur qualité genuine, profondeur symbolique, sagesse éthique, pouvoir poétique, sans les forcer à porter le poids d'affirmations historiques qu'ils ne peuvent pas soutenir. L'approche spinoziste demeure un modèle pour une analyse intellectuelle honnête, rechercher la vérité indépendamment des convenances, distinguer les différents types de vérité, maintenir un scepticisme méthodologique sans pour autant rejeter la valeur culturelle des traditions humaines. Et peut-être est-ce là la révélation la plus importante. Spinoza a montré que l'intégrité intellectuelle et l'appréciation culturelle ne sont pas opposées, mais complémentaires. Nous pouvons être honnêtes sur les preuves historiques et encore trouver une signification profonde dans les récits traditionnels. L'inexistence archéologique de l'Exode n'élimine pas sa fonction de métaphore puissante sur la libération. L'inexistence historique de Moïse ne diminue en rien la valeur éthique des 10 commandements. La composition tardive de la Torah ne détruit pas son influence civilisatrice. Spinoza a anticipé cette maturité intellectuelle il y a 3 siècles et demi. Son approche reste un modèle de la façon de naviguer entre le scepticisme scientifique et l'appréciation culturelle, entre l'honnêteté intellectuelle et le respect des traditions humaines. Gardez ce contenu final, car ces leçons sur la méthode scientifique, l'analyse critique et la maturité intellectuelle sont applicables à tous les domaines où la vérité et la tradition semblent entrer en conflit.
L'histoire de Spinoza et de l'Exode nous enseigne que des questions honnêtes, même lorsqu'elles sont inconfortables, mènent à une compréhension plus riche de l'expérience humaine. Et cela, ironiquement, peut approfondir plutôt que diminuer notre appréciation des créations les plus profondes de l'imagination et de la sagesse humaine.